Bonjour, bienvenue à Cogito, l'émission de vulgarisation scientifique des étudiantes et étudiants des études supérieures de l'Université Laval. Cette semaine, on reçoit des invités qui vont venir nous parler d'une thématique fascinante. Donc, je suis avec Claudia et Vincent. Vous avez tous les deux des sujets qui sont, ma foi, intéressants parce qu'ils se recoupent d'une certaine façon dans une dimension qui est celle de l'intégration. Et j'aimerais ça, d'abord, je vais t'entendre, Claudia. Peux-tu nous parler un petit peu de ton sujet de recherche? Bien, mon projet de thèse porte sur le parcours social d'apprentissage du français des réfugiés bhoutanais qui sont progressivement installés dans la ville de Québec à partir de 2009. Dans le fond, l'objectif de ma thèse, c'est de voir un peu quelles sont les ressources qui sont mises à la disposition des réfugiés bhoutanais en matière d'alphabétisation et d'apprentissage du français, de quelle façon ils utilisent ces ressources-là et en quoi ça les outille pour apprendre le français, mais aussi d'une façon plus globale pour favoriser leur processus d'intégration à la société d'accueil. Peux-tu nous parler un petit peu du Bhoutan? En fait, qu'est-ce que ces gens-là quittent en espérant trouver mieux ici? Mais qu'est-ce qui les fait partir d'abord? En fait, les réfugiés bhoutanais ont été victimes d'une politique de nettoyage ethnique déguisée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bhoutan, dans les années 1970, a mis de l'avant un indice de développement économique qui est pour le moins original, si on peut dire ça comme ça. Une sorte de PIB, mais... Oui, une sorte de PIB. Okay. Au lieu que ce soit le PIB, c'est le BNB, le bonheur national brut. C'est une politique de nettoyage ethnique déguisée parce que faut savoir que les réfugiés bhoutanais que nous, on a accueillis ici, c'est des descendants de migrants népalais. Donc, c'est à la fin des années 1800, à la demande du gouvernement bhoutanais, des gens du Népal sont venus défricher les terres au sud du Bhoutan. Puis, au fil des ans, ils se sont installés. Ils ont eu des enfants, puis sont devenus de plus en plus importants au niveau du nombre. Ce que le gouvernement bhoutanais n'aimait pas, c'est que c'est des gens qui sont restés attachés à leur langue maternelle, qui était le népali, à la religion de leurs ancêtres, qui était l'hindouisme, et aussi à leur culture. Je comprends donc qu'ils ne s'étaient pas déjà très bien intégrés, finalement, à leur nouvelle réalité au Bhoutan, ces gens-là d'origine népalaise. Aux yeux du gouvernement bhoutanais, non. Parce que ce que le gouvernement bhoutanais voulait projeter sur la scène internationale, c'est l'image d'un pays unifié. Tout le monde parle la même langue, tout le monde pratique la même religion, tout le monde porte les mêmes habits. Ils se sont servis d'une loi pour leur enlever leur citoyenneté. Donc, ces gens-là, à la fin des années, au début des années 90, ils ont dû quitter de force le Bhoutan, puis sont aller au Népal, rejoindre la terre de leurs ancêtres. Sauf que quand ils sont arrivés au Népal, bien, comme ils n'étaient pas nés au Népal, ils ont dit hey, « Vous n'êtes pas d'ici, vous ne pouvez pas habiter ici ». C'est comme ça qu'ils se sont installés dans des camps de réfugiés, puis se sont retrouvés dans une situation d'apatridie. Donc, il y a 8 pays, dont le Canada fait partie, qui se sont mobilisés pour se dire « OK, il faut trouver une solution à cette situation d'apatridie prolongée dans laquelle se trouvent les réfugiés ». Et toi, Vincent, ton sujet, peux-tu nous en parler un petit peu? Peux-tu nous présenter sur quoi tu travailles? Brièvement, le titre de mon mémoire, c'est l'intégration des minorités ethniques et des régions montagneuses du nord du Laos. Donc, j'ai fait une étude de cas dans la province de Luang Namta. J'avais amené une petite carte qui se trouvait en fait, tout au nord du pays. Je vais retourner ma chemise. Pendant un temps, je vais devenir historien parce qu'il y a un étroit lien entre géographie et histoire. Chaque espace a une histoire, chaque histoire concerne un espace. En fait, on se retrouve en 1945. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. De nombreux pays, de nombreuses régions ont été affectées par le conflit. C'est le cas de l'Asie du Sud-Est. Depuis 1893, la région était sous protectorat français. Et donc, pendant le conflit, les Japonais sont venus envahir la région. À la fin de 1945, les Français essaient de reprendre contrôle de leur territoire. Ça va s'avérer être en vain, puisque va s'en suivre 30 années de guerre civile. Je pense entre autres aux guerres d'Indochine, guerre du Vietnam. Puis ça va être en 1975 que le gouvernement communiste actuel va prendre le pouvoir et va donc contrôler l'ensemble du territoire national. Donc c'est vraiment à partir de 1975 que la construction du pays va débuter. C'est une construction qui est très récente quand même, quand il faut y penser. Donc le Laos a été vraiment réunifié en 1975 et va être sujet à de nombreuses mesures qui visent à administrer le territoire. Parmi ces mesures, l'une d'elles consiste à intégrer les régions montagneuses en marge du territoire national. C'est le cas de la province de Luang Namta qui est au nord. Jusqu'alors, ces régions avaient été plus négligées par les pouvoirs centraux parce qu'elles étaient difficiles d'accès et donc difficiles à contrôler. Ça ne veut pas pour autant dire que les Français à l'époque ne s'y étaient pas intéressés, puisque d'un point de vue agricole et minier, il y avait beaucoup d'opportunités pour eux. Je pense notamment à l'opium.
qui était une monnaie d'échange très importante. Ce changement d'intérêt s'explique du fait que dans l'ensemble du monde décolonisé, l'enjeu primordial pour l'État, c'est d'abord d'unifier, de constituer d'une certaine manière son territoire et de le préserver. Donc il va s'agir pour ces États-là, au Laos, mais c'est également le cas au Vietnam, de consolider leur territoire. Je me demande, Claudia, comment t'es plongée dans cet univers-là des réfugiés, d'abord du Népal et ensuite du Bhoutan? D'où ça vient cet intérêt-là? En fait, mon intérêt premier, c'est la question de l'apprentissage du français. Puis ça découle de mes études de maîtrise où je m'étais intéressée. J'avais travaillé de près avec des immigrants qui étaient en francisation, qui participaient au programme de francisation qui est offert au cégep de Sainte-Foy. Puis au terme de ce 9 mois ou de cette année-là, les gens se retrouvent avec beaucoup de questions. Principalement les femmes, parce que, là, il y a la question des enfants, qui va prendre soin des enfants. Mon français, il n'est pas encore assez bon pour que je puisse intégrer le marché du travail. Il n'est pas encore assez bon pour que je puisse poursuivre des études. Mais en même temps, il y a l'impératif économique, j'ai une famille à nourrir. Donc, c'est cette réalité-là qui m'intéressait d'abord et avant tout. Puis je me suis aperçue qu'il y a très peu de choses, très peu de recherches qui ont été faites à ce sujet-là parce que la question de l'apprentissage du français, ça intéresse beaucoup les linguistes. On veut voir qu'est-ce qu'ils apprennent, comment ils apprennent, c'est quoi leurs acquis, mais la façon dont c'est vécu, on s'est peu intéressé à ça. Donc, moi, en tant qu'ethnologue, c'était un peu d'aller voir de l'intérieur comment est vécu le parcours de francisation puis comment ça se passe après. Je fais aussi partie d'une équipe de recherche en partenariat qui est l'EDIC, l'équipe de recherche en partenariat sur l'immigration et la diversité culturelle dans la région de Québec. Puis un des membres de l'EDIC était à l'époque le responsable du programme de francisation. Ça correspondait au moment en 2010 où les réfugiés bhoutanais arrivaient. Puis là, il me dit, Claudia, je pense que j'ai quelque chose de super intéressant pour toi. Jamais on a été confronté à un tel défi, qui est celui d'outiller autant de réfugiés analphabètes et peu scolarisés pour qu'ils soient en mesure, au terme de leur participation au programme de francisation, d'intégrer le marché de l'emploi. En fait, j'ai plongé dans ce projet-là quand même avec à cœur joie puis avec beaucoup de naïveté aussi quand même, là, parce que c'était à la base une population que je connaissais pas du tout. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Ouais. Vrai, ouais. Oui, toi, comment tu as vécu ça, Vincent, cette plongée-là dans le Laos? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été proposé ou au contraire, c'est un intérêt personnel? C'est quelque chose qui m'a été proposé à la base. En fait, quand j'ai terminé mon premier cycle universitaire en France, je voulais partir à l'étranger. J'avais fait déjà une session aux Pays-Bas, puis j'avais cette envie de repartir un petit peu à l'étranger. Le Canada m'a accueilli. Je m'intéressais déjà un petit peu à l'Asie. D'où le fait que j'ai choisi Steve Derry comme directeur de recherche qui est spécialisé sur l'Asie du Sud-Est. Et il travaillait actuellement sur un projet de recherche qui s'appelle IRMA, Intégration des régions montagneuses d'Asie du Sud-Est. Il m'a parlé de ce qui avait été fait déjà précédemment, qu'ils avaient fait des études au Vietnam, qu'il y en a d'autres qui étaient prévues au Tibet, au Népal. Donc c'était quelque chose de gros, mais personne n'avait fait au Laos. Puis il m'a proposé ça très franchement, en disant écoute, moi j'ai un projet qui est en cours, très intéressant, puis qui a surtout l'avantage d'être intégralement financé, puis tu vas marcher dans mes pas, c'est-à-dire par rapport aux objectifs, aux hypothèses, quasiment tout est fait, donc tu as juste à calquer ça sur ton terrain de recherche, donc il y avait déjà beaucoup d'avantages en termes de travail. Il me parlait justement d'adaptation, d'étudier comment certaines populations au Laos doivent s'adapter. Puis moi, je me retrouvais là-dedans en disant, avant d'étudier l'adaptation, je dois mettre en pratique ma propre adaptation dans un pays que je ne connais pas. Donc, c'était un petit peu drôle, le parallèle entre études et vie personnelle. Ça arrive souvent, on ne s'attend pas vraiment à qu'est-ce qui va arriver après. Puis au final, c'est un peu le hasard, c'est les choses qui sont bien faites. Puis on se lance dedans et c'est une grande aventure au final. Et quelles sont les sources pour étudier un phénomène comme ça, comme l'intégration? C'est très variable. Dans mon cas, ça a été 10 semaines de terrain où j'ai dû faire 60 entrevues avec des agriculteurs, des populations locales. Et j'en ai fait 10 autres avec des membres du gouvernement. C'est un gouvernement communiste. Que ce soit pour faire des entrevues avec des populations avec eux, ça prend une permission. Ça prend une autorisation signée du gouvernement. Donc la première semaine, ça a été plus ou moins ça. Faire le tour des ministères, demander des autorisations.
Donc, ça prend du temps, il faut être patient. Mais une fois qu'on les a, qu'on arrive dans les villages, on montre au chef du village, voilà, j'ai une autorisation du gouvernement pour faire des entretiens avec les habitants. Puis évidemment, je ne parlais pas là-haut. J'ai eu l'aide d'un assistant de l'université de Vientiane, la capitale. Puis chaque matin, c'était OK, on se lève, on va sur le terrain, puis on se met pour objectif 5-6 entrevues, chacune durant plus d'1 heure parfois. On va essayer de regarder depuis quelle année vous cultivez de l'EVA ou des bananes. Parce qu'avant, ils ne faisaient pas du tout ça. C'est l'aide internationale, puis les souhaits de l'État qui font qu'on va s'impliquer dans une agriculture beaucoup plus mondialisée. Qui n'est pas du tout traditionnelle. Qui n'a rien à voir. Qui est purement pour avoir de l'argent et être connecté, intégré aux marchés nationaux et internationaux. Donc, on essaie de voir un petit peu d'un profil agricole. Quelles sont les connaissances, les informations que les gens vont devoir assimiler pour justement s'intégrer. D'autant plus que ça se fait sur une échelle de temps qui est très rapide. Pour certaines personnes, ça va être brutal comme changement. Il y a des gens qui ne s'adaptent pas. Il y a des gens qui se retrouvent marginalisés. Toi, tu maîtrises leur langue? Oh non. Comment tu travailles? Ça maîtrise, là. Oui, c'est ça, c'est sûr qu'il y a eu... Oui, j'ai fait les deux. OK. Tu sais, c'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé à m'intéresser au bhoutanais, j'en connaissais pas. Donc là, il a fallu que je fasse mon entrée sur le terrain. Ma première stratégie, moi, a été de passer par les personnes ressources en qui ils avaient déjà confiance. Les personnes ressources de la communauté d'accueil, soit des professionnels de la francisation, on les appelle les agents interculturels de milieu, ceux qui travaillent de près sur le terrain. J'ai comme pu bénéficier d'un transfert de confiance. Ces personnes-là avaient comme un capital de confiance. Et puis dans le halo d'une personne. Oui, c'est ça. Donc, ils disaient, OK, si elle me présente à cette personne-là, ça veut dire que peut-être que moi aussi, je peux lui faire confiance. Le label confiance. Oui, était vraiment important. Puis ça revient vraiment, vraiment souvent dans les propos des participants. Donc, il y a eu cette stratégie-là pour entrer. Puis il y a eu aussi le fait de moi m'impliquer. J'étais bénévole au centre multiethnique. Je me suis impliquée. Pendant 2 à 3 ans, j'ai été bénévole auprès des gens de la communauté. Donc, ils ont vu aussi que mon intérêt, c'était pas juste un intérêt utilitaire, là. C'était pas juste pour aller collecter des données, c'est que j'avais vraiment un réel désir d'apprendre à les connaître puis de mieux comprendre de l'intérieur c'était quoi leur réalité. Donc, c'est un peu comme ça que j'en suis venue entrer en contact avec eux. Puis c'est sûr que les premières personnes que j'ai rencontrées, c'est les plus jeunes, ceux-là qui étaient dans la jeune vingtaine, qui, quand je les ai rencontrés pour mon terrain, on était déjà comme en 2012. Donc, ils avaient fait l'apprentissage du français. Ils étaient capables de bien parler en français. Quand même, on a été capable de faire les entrevues en français. Puis après ça, je suis allée, à l'aide d'un interprète, faire quelques entrevues en népalais, mais j'en ai pas fait beaucoup parce que il me manquait quelque chose. Puis dirais-tu que ça introduit une distance entre la personne qui te répond puis... Il y avait comme 2 difficultés. Oui, ça introduit une distance, mais il y a aussi que je les interrogeais sur leur apprentissage du français. Donc, eux, ils étaient fiers de me répondre en français. Donc, même s'il y avait la présence d'un interprète, puis quand ils étaient capables de formuler leur réponse en français, ils préféraient la formuler en français, même si, parfois, à mon sens, la réponse était peut-être un petit peu moins complète ou j'aurais voulu approfondir davantage. Des fois, je tentais de reformuler, mais par respect pour la personne qui m'accordait de son temps. Puis, je voyais qu'elle, son souhait, c'était de me répondre en français. Donc, je me suis dit, OK, c'est correct, je vais l'accepter, cette limite-là, puis Ça participe à l'authenticité de l'échange que ben c'est ça. Oui. Donc oui, il y a eu quelques entrevues avec des interprètes, mais pas beaucoup, là, peut-être. J'ai fait 15 entrevues avec les réfugiés, j'en ai peut-être 5 avec des interprètes. Mais même à ça, même avec l'interprète, je trouvais que j'arrivais pas à autant de profondeur que ceux avec qui ça se faisait totalement en français, ou même des échanges que j'ai faits quand je travaillais au jardin collectif. Quand je m'impliquais, même les gens... Là, j'en avais des plus âgés qui parlaient peu français, mais la richesse des échanges qu'on avait, là, parce qu'on était
tout le monde les mains à la terre, qu'on travaillait ensemble. Puis là, il y avait une opportunité de me parler de eux, parce que c'était des agriculteurs au Bhoutan. Il y avait l'opportunité de me parler de leurs connaissances, de leur pays. Là aussi, Ça crée un pont. Oui, puis l'échange se faisait beaucoup plus facilement. Puis je sentais que là, la confiance était là, puis l'authenticité des propos était là. L'idée du gouvernement est justement d'instaurer une norme par rapport à la langue, par rapport à la culture, surtout dans un pays socialiste où il y a un modèle justement à suivre. Oui. Donc l'accès à l'éducation va surtout permettre à la population d'apprendre le lao. Mais entre eux, c'est très courant qu'ils parlent 3, 4, 5 langues. Mes entrevues se faisaient en 3 langues simultanément. Wow. Parce qu'avec mon assistant, je lui posais en anglais. Je parlais pas lao, lui il parlait anglais. Lui-même le reposait la question en lao au chef du village, et le chef du village reposait la question dans le langage du village, qui peut être spécifique à un langage ethnique. Donc on faisait 3 langues, puis la réponse me revenait. Puis à des moments, ça correspondait pas du tout à ma question, donc je me disais, on va y passer un temps pas possible. Les réfugiés bhoutanais, c'est des gens qui sont extrêmement reconnaissants. Dans leur être, là, ils ont un petit quelque chose qui fait qu'ils sont vraiment attachants. Je leur demandais c'était quoi les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur parcours d'apprentissage du français. S'il y avait des... Je parlais pas de critiques, mais qu'est-ce qu'ils avaient trouvé le plus difficile? Puis au début, dans mes premières entrevues, ils me rien. Ils me parlaient jamais de négatif, de choses négatives. Ils étaient tellement reconnaissants, puis tellement contents d'avoir cette opportunité-là, d'apprendre le français, premièrement, d'avoir été accueillis, de pouvoir se projeter dans l'avenir, là, plus que ce que leur offrait la vie dans les camps de réfugiés, puis d'avoir des critiques, même constructives, ou des trucs négatifs, c'était tellement difficile. Ils soulignaient tous les aspects positifs, là, la chaleur des professeurs en francisation, tout ce qu'ils avaient appris. Ils étaient contents des apprentissages réalisés. Ils étaient contents d'où est-ce qu'ils habitaient. Donc, moi, mon travail de terrain a peut-être duré 2 ans, là, en créant le lien de confiance, puis en m'impliquant de différentes façons auprès de ces gens-là. Bien là, j'ai pu créer le lien de confiance qui a fait qu'au fil du temps, bien, j'ai revu ces gens-là dans différentes occasions. Puis là, je réussissais à avoir cette information-là sur... Oui, mais ça, c'est un petit peu plus difficile. Tu sais. Puis, j'aimerais ça poursuivre ma francisation, mais finalement, au sein de ma famille, on a telle difficulté, puis ça fait que je suis bloquée. Je peux pas poursuivre ma francisation, même si j'aimerais ça. Je peux pas me trouver un travail. Je dois m'occuper de ma mère qui est malade chronique. Contrairement aux personnes ressources qui, elles, vont me dire, ben là, dans le programme... En alphabétisation, on a besoin de plus de ressources. En francisation, il y a ça qui marche pas, qui était capable de mettre le doigt sur les trucs qui fonctionnaient moins bien. Mais avec les Bhoutanais, c'était plus difficile parce que j'ai pas encore la réponse de pourquoi, mais je sais que pour eux, c'était plus difficile. Ils étaient contents de tout. En ethnologie, le travail de l'ethnologue, c'est ce que j'apprécie aussi, c'est le fait d'être immergé vraiment longtemps dans un terrain, d'apprendre à connaître les gens. C'est ce qui permet de vérifier puis valider l'information aussi. Est-ce que toi, de ton côté, Vincent, ce que tu as trouvé dans le cadre de tes recherches de maîtrise, tu penses qu'il y aurait une manière que ça puisse se rendre utile finalement aux gens du Laos? L'idée serait évidemment de le faire traduire au moins en anglais pour que l'université locale puisse s'en servir. Que ça serve directement aux populations locales, je dirais que non. Aussi modeste que soit l'étude, ça vient juste s'ajouter à d'autres connaissances sur justement contribuer à mieux comprendre les rouages de l'adaptation, plus dans un contexte rural, société laotienne, et peut-être dans un contexte d'Asie du Sud-Est. Ça prend une ampleur au final qui peuvent contribuer peut-être à l'État laotien lui-même, qui puisse observer, OK, des gens ont fait des études sur notre pays, qu'est-ce que ça vaut? Comment est-ce qu'on peut s'adapter par rapport à ça nous-mêmes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mieux faire? Est-ce qu'on a envie vraiment de changer notre manière de faire ou pas? Parce que c'est un gouvernement communiste, ils font un peu comme ils ont envie de faire. Ils bénéficient aussi de beaucoup d'aides internationales, qu'elles soient financières ou des ONG. Donc à nouveau, ces études-là peuvent aider à mieux comprendre comment certaines sociétés peuvent s'adapter face à des transformations, face à la modernisation de notre société, à la globalisation. C'est quoi les réponses des sociétés face à tout ça? Mon terrain, ça a tellement été facile de recruter des participants parce que quand je suis arrivée près des personnes ressources, ils m'ont ouvert les portes de leur organisme à bras ouverts parce que, OK, on est contente que tu t'intéresses à ça parce qu'on a des besoins,
on a des recommandations. Il y avait un besoin de parler. Ils trouvaient que mon projet de thèse répondait à des besoins concrets sur le terrain. Une de mes intentions, puis ce que je souhaite faire, c'est de retourner voir ces gens-là, puis de leur présenter de façon concrète les résultats. Mais regardez, vous en avez déjà plein des solutions. L'idée, c'est pas de réinventer la roue. C'est peut-être juste de consolider certaines choses qui vont vous permettre d'intervenir de façon plus efficace ou de façon récurrente ou dans une logique un peu plus pérenne. Dirais-tu que le Québec est un bon endroit pour les Bhoutanais, pour l'immigration et pour l'intégration? Eux, avec ce qu'ils nous disent, oui, sont contents d'avoir été accueillis, puis ils utilisent quand même ce terme-là. Ils sont contents de l'accueil qu'ils ont eu. Ils trouvent qu'ils sont bien à Québec, qu'ils ont beaucoup de services. Mais malgré ça, au début, je disais que la Ville de Québec en a accueilli près de 1000. Mais là, maintenant, je ne sais même pas s'il en reste 300. L'apprentissage du français, c'est difficile. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ceux qui sont nés dans les camps de réfugiés, ils ont été à l'école, puis l'école était en anglais. Donc, les plus jeunes sont arrivés ici, puis ils parlaient déjà anglais. Au Canada, il y en a 6500. Maintenant, avec Internet et les réseaux sociaux, c'est une diaspora qui est super réseautée. Donc, les gens qui ont immigré dans un milieu anglophone, ils n'ont pas eu à apprendre une autre langue avant de pouvoir poursuivre leurs études. Ils ont fait les efforts pour apprendre le français. Ce n'est pas qu'ils ne consentent pas d'efforts, parce que ça aussi, ça vient vraiment... les personnes ressources le disent. Ils sont assidus, ils font leurs devoirs, ils ne manquent pas les cours. Ils mettent les efforts, mais malgré leurs efforts, la connaissance de la langue n'est pas suffisante pour pouvoir intégrer le marché de l'emploi. Alors, c'est tout pour cette émission. Je vous rappelle que mon nom est Catherine Ferland. J'animais pour vous l'émission Cogito, l'émission de vulgarisation scientifique des étudiantes et étudiants des études supérieures à l'Université Laval. Si vous avez envie de revoir les éditions antérieures, elles sont toutes disponibles sur YouTube. Sinon, on vous invite à rester avec nous pour les prochaines émissions. Merci, au revoir.